Bienvenue dans ce débat spécial consacré à la Libye où des inondations à Derna dans le nord-est du pays ont fait 2300 morts après le passage de la tempête Daniel. La Croix-Rouge fait état d'un bilan énorme, jusqu'à 10 000 disparus. Les deux principaux barrages sur la petite rivière de Wadi Derna ont lâché dans la nuit de dimanche à lundi, provoquant d'énormes coulées de boue, détruisant des ponts et emportant les immeubles avec leurs habitants de chaque côté de l'Oued. 3 volontaires du Croissant-Rouge libyens sont morts en aidant les victimes des inondations. La France se tient prête à envoyer une aide d'urgence aux populations sinistrées, l'Italie également ainsi que la Turquie. Alors on va revenir sur cette catastrophe en Libye et faire un état des lieux. Comment les secours s'organisent-ils dans un pays divisé politiquement entre l'Est et l'Ouest? Comment l'aide internationale peut-elle être efficace? On en parle avec nos invités et chroniqueurs. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Amar Al-Hamidaoui. Bonsoir Amar, grand reporter à France 24. Vous connaissez bien la Libye, vous y avez fait plusieurs reportages. Bienvenue. Audrey Racine est avec nous ce soir. Bonsoir Audrey, chroniqueuse environnement France 24. Vous allez un peu nous expliquer pourquoi cette tempête Daniel fait de tels ravages dans le pays. Nous avons avec nous à Genève Asni Abidi. Bonsoir, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Bienvenue à vous. Et puis, nous avons à Tunis, Louisa Martinazzi. Bonsoir, chef de mission Libye, première urgence internationale. Bienvenue également à vous. Avant de démarrer cette édition spéciale, on va d'abord regarder la carte pour bien comprendre. Les inondations donc à Derna se trouvent dans le nord-est du pays, le nord-est de la Libye. Elles ont fait ces inondations 2300 morts après le passage de la tempête Daniel. La tempête Daniel a donc frappé l'est de la Libye dimanche après-midi, notamment les villes côtières, mais également Benghazi où un couvre-feu a été décrété et les écoles fermées. On va faire un point en images avec Natalia Odisharia. Les inondations ont dévasté Derna dans l'est de la Libye. Un quart de cette ville a été complètement emporté par les eaux. Le bilan est déjà très lourd, des milliers de personnes sont décédées ou portées disparues. Des barrages se sont effondrés et ont libéré un mur d'eau qui a tout rasé sur son passage. J'ai vu un homme emporté par les eaux. Il est passé juste devant ma maison. Je ne sais pas s'il s'est accroché à cette voiture ou s'il est parti loin. Ces dégâts ont été causés par la tempête Daniel. Après avoir dévasté une partie de la Grèce, de la Bulgarie et de la Turquie, Daniel a frappé la côte orientale de la Libye dans la nuit de dimanche à lundi. Très rapidement, le gouvernement a décrété un état d'urgence dans le pays. Sur place, les équipes de secours ont découvert des centaines de morts et plusieurs volontaires sont décédés lors des interventions. Mais le travail est encore plus difficile en raison des rivalités politiques de la Libye, un pays où 2 gouvernements se disputent le pouvoir. À l'est, le gouvernement du général Haftar est soutenu par la Russie. À l'ouest, le gouvernement d'Abdelhamid Dbeiba est lui reconnu par l'ONU. Ce sont des moments difficiles et douloureux. Le nombre de personnes touchées est très important, les dégâts sont énormes, il est difficile de les décrire ou de les mesurer. C'est la pire catastrophe naturelle dans cette région de la Libye depuis le tremblement de terre en 1963. Le gouvernement, basé à Tripoli, a déclaré qu'il enverrait toute l'assistance possible à l'Est et a demandé l'aide internationale. Amar, vous avez des contacts sur place, des journalistes. Quelles sont vos informations? Le gouvernement libyen parlait de 150 morts hier. C'est beaucoup plus en fait. Alors beaucoup plus selon les sources sur place, vu l'énorme dégâts causés par la coulée de 2 barrages qui ont dévasté la vallée de Derna et la ville de Derna, et notamment dans le centre-ville où il y a le plus de dégâts et le plus de pertes humaines. Donc on parle de 2 barrages détruits en fait et des ponts également. De ponts dans la zone, mais surtout c'est les barrages qui ont fait mal à la ville de Derna parce que c'était tellement puissant, ça a dédoublé la puissance de la pluie et ça a emporté des bâtiments entiers. Donc on raconte des histoires humaines très douloureuses. Il y a les voisins qui sont disparus entièrement. Un des journalistes me parlait d'une petite fête familiale dans sa rue. Alors il y avait plus de 40 personnes rassemblées pour fêter un mariage. Tous sont disparus, emportés par l'eau qui est arrivée d'une vitesse qui a surpris
tout le monde. Ça a laissé le temps à personne de réagir. Donc ça en dit beaucoup sur les moments difficiles qu'ont vécu des dizaines. Il y a 100 000 habitants à Derna, dans cette zone. Il y a beaucoup de gens concernés, notamment dans le centre-ville. Donc, la situation de cette ville n'est pas non plus une situation économique stable. Il y a longtemps que les infrastructures n'ont pas été réhabilitées. Il y a le pays il est en arrêt en quelque sorte à cause des problèmes politiques qui déchirent le pays. Donc le budget est difficile à arriver. Donc tout ça aujourd'hui est mis en cause. Alors que le gouvernement a fait beaucoup de communication pour alléger et montrer minimiser montrer aussi une sorte de cohésion entre les deux côtés du pays pour faire face à cette catastrophe naturelle. Mais malheureusement, les dégâts sont tellement lourds. On parle de nombre de plus de 3000 morts, plus de 10 000 disparus. Et ce qu'on craint aujourd'hui, c'est que les disparus sont beaucoup plus nombreux parmi les disparus sont morts. Et les gens vivent aujourd'hui dans la peur. Ça devrait, donc le bilan va probablement encore s'alourdir. Amar, Luisa Martinazzi, Première Urgence Internationale, c'est votre ONG. La Croix-Rouge fait état d'un bilan de 10 000 disparus, mais ça reste tout de même très difficile aujourd'hui de faire un bilan. Quel est votre bilan ? Oui, jusque-là, les informations sont assez compliquées à recevoir. On a eu des coupures de la communication entre les villes, donc même la récolte des données est assez compliquée. Nous, en tant que Première Urgence Internationale, on est en contact avec nos partenaires, notamment dans les villes d'Al-Marj et Al-Baïda qui ont été affectées aussi à côté de Derna. On confirme qu'il y a à peu près de 2000 personnes qui ont disparu. On a aussi 20 000 personnes qui sont déplacées, dont au moins 2000 qui se sont déplacés vers la ville de Benghazi et qui sont maintenant accueillis dans des écoles. Vos équipes sont à Benghazi, c'est ça, Luisa Martinazzi ? Oui, nos équipes sont à Benghazi. On s'occupe de santé, donc on a des équipes de santé qui sont prêtes à une évaluation lorsque les villes seront accessibles par route, ce qui n'est pas le cas maintenant. On voit les images, en tout cas elles sont impressionnantes. Audrey, la tempête Daniel a démarré en Grèce, on en a beaucoup parlé sur France 24. Elle est passée par la Bulgarie, la Turquie et maintenant la Libye. Elle est toujours aussi violente. Comment se manifeste-t-elle ? Elle est même plus violente. Alors, une tempête, elle se forme là où il y a un conflit entre deux masses d'air, une masse d'air chaude et une masse d'air froide. Ça vous a pas échappé, il y a eu un très fort conflit entre masses d'air au nord de la Méditerranée ces derniers jours, entre ce dôme de chaleur qui pesait sur la France, sur les Pays-Bas, sur l'Allemagne, et puis ces deux dépressions sur la péninsule ibérique, sur l'Espagne et le Portugal, et sur la Grèce, la Bulgarie, donc la tempête Daniel. C'est sur cette ligne de friction très importante entre les hautes pressions et les basses pressions, la chaleur et la fraîcheur, que la tempête Daniel s'est formée, et s'est formée de manière très très puissante. Ensuite, on va peut-être le voir avec le parcours, on va essayer de l'expliquer. Elle a un petit problème, on ne voit pas effectivement la... On va la voir. Graphique, mais on espère on va la voir, on l'a vu déjà de toute façon. En fait, elle est passée donc sur le nord de la Méditerranée, elle a suivi les côtes et ensuite, à partir de la Turquie, elle a traversé l'est de la Méditerranée pour atteindre la Libye. Et en passant au-dessus de la mer, elle s'est très fortement renforcée. Pourquoi ? Eh bien parce que la Méditerranée, elle vient de vivre un été très chaud. Elle a chargé l'atmosphère en vapeur d'eau. Et maintenant qu'on est en ce début d'automne et qu'il y a les masses d'air fraîches de la fin d'année qui vont arriver, eh bien ces deux masses d'air, elles rentrent en conflit. Et donc c'est chargé en vapeur d'eau et chargé en puissance avec cette mer Méditerranée très chaude, que donc Daniel a abordé les côtes libyennes à pleine puissance. Asni Abidi, Amar nous en disait un mot. Politiquement, la situation est très compliquée. En Libye, il y a un gouvernement à l'ouest, reconnu donc par l'ONU, à Tripoli, et puis il y a un gouvernement à l'est, soutenu par le général Haftar. Derna est à l'est, elle dépend donc, cette localité, du gouvernement de l'est, elle dépend donc de Benghazi. Comment justement penser secours lorsqu'il y a de telles divisions politiques ?
D'abord, il y a la gestion des affaires locales. Il y a 3 grandes défaillances. La première défaillance, c'est celle de la service de la météo, parce que beaucoup de Libyens disaient que nous n'avons pas reçu les alertes au bon moment. Deuxième défaillance très importante, il existe en Libye quand même une direction qui est une direction technique, celle qui s'occupe des barrages et de l'eau. Troisième, bien sûr, c'est la question de secours. C'est le grand problème, c'est que les secours finalement étaient quasiment absents. Pour ce qui concerne les barrages, pour revenir aux responsabilités politiques. En 2022, il y a un rapport d'ailleurs qui est publié et qui demandait aux autorités libyennes de prendre en charge immédiatement les 2 barrages en demandant aux autorités de consolider les 2 barrages car ils ne pourront pas résister à des intempéries. Voilà ce qui a été fait par des services techniques, par des administrateurs et par des universitaires. Malheureusement, parce qu'il y a une absence, ce n'est pas une défaillance de gouvernance, mais il y a une absence complète de gouvernance, des grandes divisions politiques. Personne n'a voulu investir dans cette ville d'Erna et on est arrivé à ce scénario catastrophique, c'est-à-dire presque le quart de la ville a été englouté par les eaux. Donc, quelle est la responsabilité? Aujourd'hui, le gouvernement de Tripoli, évidemment, il a ouvert la bourse pour reconstruire, mais il va être très, très difficile. Le gouvernement, disons que le chef du Parlement, Aguila Salah, et l'homme fort de Haftar, on a assisté même à des problèmes très importants logistiques, c'est-à-dire que certains avions ne pouvaient pas faire, donc ne pouvaient pas traverser certaines zones. Il fallait absolument qu'ils atterrissent et que les forces de Haftar contrôlaient si elles ne transportaient pas des armes. Vous voyez où on est un petit peu dans cette méfiance entre les 2 entités. Évidemment, cette catastrophe, elle reste finalement une catastrophe orpheline. Et les propositions d'aide internationale affluent, la France, l'Italie, l'Égypte et la Turquie. On va faire un point en images avec Antoine Fesneau. Les autorités turques n'ont pas manqué de réactivité. Depuis l'annonce d'inondations catastrophiques en Libye, cet avion militaire est le 3e à s'envoler. À son bord, des tonnes d'aide médicale, de matériel, mais aussi des équipes de secouristes. La France, de son côté, s'est dit prête à répondre aux demandes des autorités libyennes quand l'Italie, de son côté, a déjà annoncé l'envoi d'aide vers les régions sinistrées. Le gouvernement italien répond immédiatement aux demandes de soutien suite aux inondations dans l'est de la Libye. Une équipe d'évaluation est sur le départ, coordonnée par notre protection civile. Aide internationale et aide locale également. À l'aéroport d'Al-Abrak, cet avion vient d'atterrir. À son bord, des cartons de produits médicaux en provenance d'autres régions libyennes. La situation politique, elle, pourrait également ralentir l'arrivée de l'aide. Sur place, les besoins sont très importants. On est dans une situation d'urgence absolue pour essayer d'aider les gens qui ont été sinistrés, les touchés, d'essayer de comprendre l'ampleur de la catastrophe. Pour l'instant, on n'a pas de vision vraiment globale encore. Et d'essayer vraiment de pouvoir proposer de l'aide aux gens qui ont été affectés. Donc ça va aller à leur proposer des abris d'urgence, des soins de santé, des premiers secours pour ceux qui ont été blessés. Le défi s'annonce en tout cas de taille pour les secouristes. Signe de l'ampleur du drame, des zones entières semblent avoir été totalement dévastées. Et on retrouve tout de suite en direct d'Istanbul Géna Lebras, notre correspondante. Bonsoir Géna. L'aide de la Turquie est arrivée sur place. C'est la première, me semble-t-il, le premier pays en tout cas à offrir de l'aide à la Libye. Oui, les informations sur ce qui se passait en Libye ont mis du temps à arriver, mais la Turquie a été effectivement l'un des premiers pays à réagir et à exprimer sa solidarité. Dès hier soir, les autorités turques ont fait savoir qu'elles se tenaient à disposition de leurs frères libyens, je cite. Et dans la foulée, Recep Tayyip Erdogan s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour proposer l'assistance et la participation turque aux missions de sauvetage. C'est une posture assez habituelle de la Turquie lors de ce genre d'événement. Elle offre régulièrement son aide aux pays amis. On l'a vu, elle avait proposé son aide au Maroc il y a quelques jours. La raison à ça, c'est bien évidemment l'urgence humanitaire qui est en train de se jouer en Libye, mais aussi parce que la Turquie dispose d'une expertise et de moyens solides dans le domaine des gestions de catastrophes, notamment par le biais de l'AFAD. C'est un organisme officiel spécialisé dans la réponse à ce type de désastre. Ces équipes étaient en première ligne il y a quelques mois lors du tremblement de terre qui avait ravagé une partie de la Turquie et de la Syrie. Et ce sont elles qui sont arrivées à Benghazi en milieu de journée, accompagnées de différentes organisations humanitaires. Pour Erdogan, c'est un calcul évidemment politique.
Jenna, on a un petit problème de son avec vous. On va essayer de modifier ça afin justement de pouvoir mieux vous entendre. Et juste avant, on va écouter le consul libyen en France sur l'aide internationale justement. Nos portes sont ouvertes, mais on ne demandera jamais à qui que ce soit de nous aider. Ceux qui veulent nous aider, notre porte est grande ouverte et on accueillera toutes les aides, que ce soit internationales ou locales, des environs. C'est-à-dire qu'on est ouvert à toutes les aides. On est ouvert à toutes les aides. C'est-à-dire qu'on en a vraiment besoin parce que, surtout le service médical, le service transport, les services des hélicoptères, c'est des moyens qui nécessitent pour essayer de repêcher les gens qui sont dans des conditions très difficiles. Amar, on voit bien la posture du consul libyen en France, c'est-à-dire ils se disent ouverts à l'aide internationale. Donc a priori, elle devrait arriver petit à petit. Enfin, en tout cas, la France a proposé, l'Italie aussi. Alors les deux composants de la scène politique libyenne, ils ont déclaré qu'ils ont besoin de cette aide internationale parce que l'ampleur de cette catastrophe dépasse les moyens du pays. Et ça, c'est clair et net. Donc ils l'ont reconnu. Après, comment faire venir cette aide? C'est ça la question. Par quels moyens? Alors, est-ce qu'ils vont vraiment s'ouvrir l'un vers l'autre? Parce qu'il faut savoir que le pays est divisé par des checkpoints, par des contrôles. Donc, est-ce que les forces ou les groupes internationaux qui vont venir aider, est-ce qu'ils vont être libres de mouvement? C'est ça le problème. Et aussi, il faut savoir que les Libyens, surtout les politiciens, ils sont très intransigeants sur le pouvoir de chacun, c'est-à-dire qui fait quoi. Et ça, pour eux, c'est très important. Il semblerait qu'aujourd'hui, Dbeba, il fait des déclarations qui montrent qu'il est au-dessus de ces conflits et il montre qu'il veut montrer au peuple libyen et même à l'étranger que dans ce genre de catastrophe, on est unis. Est-ce que en face, il y a écho à ça? Pour l'instant, il n'y a pas de déclaration au même niveau de l'autre côté. C'est-à-dire, Haftar, pour l'instant, il n'a pas fait les mêmes déclarations. L'homme fort de l'Est. Alors, Dbeba a mis une somme d'argent pour ça. Il a dit plus de 400 millions vont être débloqués pour la reconstruction de Derna, par exemple. Alors, on attend de voir, parce que la situation libyenne, elle est très fragile et volatile. C'est-à-dire, le changement, ça peut arriver très vite. Donc, j'ai beaucoup de prudence en parlant de ça. Voilà, vous êtes assez sceptique. Asni Abidi, vous rejoignez ce que vient de dire Amar, justement, sur l'aide internationale. On a vu tout de même que la Turquie s'est débrouillée pour avoir que l'aide soit sur place. On annonce à l'instant que la France devrait justement construire une sorte d'hôpital. Est-ce que la situation politique en Libye va faire que cette aide internationale va finalement arriver à bon port ? Je dirais plutôt l'inverse, c'est-à-dire la vacance presque du pouvoir ou cette dispute entre les deux entités va faciliter la tâche pour les pays étrangers. Officiellement, ce n'est pas du ressort ni du gouvernement de l'Est ni de l'Ouest d'intervenir sur les questions internationales. Il existe une ministre des Affaires étrangères, mais malheureusement, elle a été démise de ses fonctions il y a exactement une semaine. Donc malheureusement, ces inondations interviennent dans un contexte difficile sur le plan politique. Et c'est un autre ministre qui prend l'intérim. En revanche, on a, selon la loi libyenne, ce qu'on appelle le conseil présidentiel, M. El Mnafi. Il a lancé un appel international. Donc, officiellement, il y a une certaine acceptabilité, une acceptation de l'aide internationale pour qu'elle soit acheminée à l'est de la Libye, mais d'autres zones aussi sont menacées. Et évidemment, puisqu'il existe certains États qui ont plus d'affinité avec l'Est qu'avec l'Ouest, et inversement, je pense que en fait, les parrains, les soutiens, les pays du Golfe, je parle, ceux qui ont une certaine force de frappe, une rapidité dans l'acheminement de l'aide, vont d'ailleurs, le Qatar a commencé, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte a envoyé tout de même le chef d'état-major de l'armée. C'est un fait rare parce que c'est une zone quand même qui est frontalière et on sait très bien qu'il y a un mouvement même militaire entre les deux pays et ça c'est un élément positif. L'Algérie bien sûr a inauguré un pont aérien. Je pense que l'aide ne va pas tarder. La question qui reste maintenant c'est comment organiser la coordination face à ces grandes défaillances
à l'intérieur de la Libye, c'est-à-dire deux gouvernements, aussi certaines directions techniques sont presque à l'arrêt. Il faudrait bien vraiment organiser cette aide, ces secours, mais aussi ces efforts de reconstruction de la Libye. Moi, je pense que la Libye, elle fait face à un chantier faramineux qui est beaucoup plus compliqué que celui de la construction politique. Luisa Martinezzi, est-ce que vous rejoignez ce que vient de dire Hasni sur place, justement, lorsqu'on s'appelle Première Urgence Internationale, lorsqu'on est une ONG, quels sont en fait les plus grands défis à relever ? Oui, je suis complètement d'accord avec M. Abidi. La coordination va être capitale pour être sûr que l'aide va rejoindre les populations qui en ont besoin. Jusque-là, la définition des besoins est assez compliquée. On sait qu'il y a besoin d'abri, qu'on a besoin d'appui médical, en termes d'assistance médicaments aussi, d'accès à l'eau, mais aussi de soutien psychosocial pour les gens qui ont subi ces traumatismes. Jenna Lebras, vous êtes avec nous, donc en direct d'Istanbul. On vous a retrouvé, donc notre correspondante. Un mot justement sur Erdogan, qui l'aide de la Turquie, donc est la toute première aide internationale à être arrivée sur place en Libye. C'est aussi un calcul politique de la part d'Erdogan, le président turc. Oui. Oui, ça peut avoir quelque chose d'un peu cynique, en fait, de déjà évoquer cette question aujourd'hui, mais elle est importante parce qu'elle pilote, du moins en partie, la réaction d'Ankara qui s'empresse d'envoyer plusieurs avions de sauvetage. C'est un geste de solidarité, d'ordre humanitaire, bien entendu, mais ça rentre aussi dans le projet plus global de Recep Tayyip Erdogan de profiter des situations de crise pour asseoir la Turquie sur la scène diplomatique internationale. C'est très pragmatique, c'est très opportuniste et c'est souvent ambigu. La Libye, aujourd'hui, ne semble pas faire exception. Ce qui est intéressant, c'est que ces avions turcs ont atterri à Benghazi, donc à l'est du territoire libyen. Et c'est important dans le cadre des relations turco-libyennes, puisque Ankara est un soutien affiché des autorités de Tripoli à l'ouest. Et ce, particulièrement depuis 2019. Quand elle avait aidé le gouvernement de Fayez el-Sarraj à repousser une offensive des troupes du maréchal Haftar. D'un point de vue purement diplomatique, avoir la possibilité d'accéder directement à Benghazi aujourd'hui, c'est un succès important pour Recep Tayyip Erdogan. C'est une opération double, voire même triple pour lui. Il y a le volet humanitaire, bien sûr, mais cette mission lui donne l'occasion de renouer des liens avec les autorités de Benghazi et ça pourrait lui permettre aussi d'imposer sa légitimité sur la scène internationale et d'utiliser sa nouvelle influence pour de potentielles médiations à venir dans le conflit libyen. Comme ça peut être le cas actuellement dans le conflit, notamment entre la Russie et l'Ukraine, la Turquie voit ici encore dans cette catastrophe et dans l'aide aussi qu'elle peut apporter, un levier pour défendre ses propres intérêts. Et en Libye, ils sont nombreux, ils sont diplomatiques vis-à-vis de la scène internationale, ils sont géostratégiques à l'échelle du continent africain, mais ils sont aussi économiques, puisque la Libye est un partenaire privilégié de la Turquie pour les exportations d'hydrocarbures et de vente d'armes, notamment. Merci Jenna Lebras, donc en direct d'Istanbul. Et on apprend à l'instant qu'il y a un dispositif français donc pour la Libye, une équipe de défense civile en route vers la Libye. Une première équipe donc d'une dizaine de personnes qui seraient déjà parties. Un hôpital de campagne sera également déployé en Libye avec une 50aine de personnes. Donc c'est une information qu'on vient de connaître à l'instant. Hasni Abidi, peut-être une réaction justement sur l'aide de la France. La France a des liens avec la Libye depuis un certain temps. A priori, cette aide devrait arriver, vous pensez, à bon port? Oui, la France entretient de bonnes relations, d'excellentes relations avec le maréchal Haftar qui contrôle la région de l'Est et bien sûr d'excellentes relations aussi avec M. Mnafi, ancien étudiant d'ailleurs en France, le président du conseil présidentiel, mais aussi des bonnes relations avec M. Abdelhamid Dbeibeh. Donc rien ne semble en tout cas empêcher un certain... d'abord une aide, mais aussi surtout le soutien. Les Libyens à Derna ont besoin d'un soutien continu, c'est-à-dire qu'il faut maintenant miser sur le temps. Sur le plan politique, à mon avis, la route, la voie est libre. Reste maintenant, c'est que cet investissement, il faut absolument à ce que la France s'associe à des pays européens et à d'autres pays de la région pour y faire face. Luisa Martinezzi, pour rebondir, c'est important en fait cette aide de la France et des autres pays lorsqu'on est une ONG sur place. Il faut du renfort.
Oui, bien sûr. On a vu que les pays à côté de la Libye, mais aussi les acteurs internationaux, la France, l'Italie, comme vous l'avez mentionné, se sont dit prêts à donner de l'argent, à donner de l'aide et à envoyer des équipes. Donc, c'est très important pour nous, en tant qu'ONG, d'avoir cet appui et pouvoir intervenir de façon consistante pour donner une aide qui va être de substance qui va vraiment sauver des vies. On imagine que les besoins sont considérables après ce type de catastrophe. Oui, bien sûr, les besoins sont énormes. On a vu les populations affectées sont très larges. Derna est une ville assez populée, avec 100 000 personnes. Les villes à côté aussi, Al-Marj, Al-Baïda, on a environ 100 000, 90 000 personnes. On a beaucoup de déplacés. On ne sait pas encore quels sont les chiffres et on sait que ça va augmenter dans les prochains jours. Donc, pour nous, en tant qu'ONG, comme première urgence internationale, on doit être prêt et on va évaluer les dégâts et on va essayer d'intervenir le plus vite possible. Amar, peut-être un mot sur ces régions, justement, qui sont, ce que disait à l'instant Luisa Martinazzi, des régions aussi populaires. Donc, c'est des régions populaires, c'est des régions aussi qui sont un peu géographiquement parlant difficiles vis-à-vis de la nature de catastrophe, parce qu'il faut savoir que c'est un vallée, c'est 2 ponts cassés qui ont ravagé une ville. On me parle, les collègues ou les confrères qui sont sur place, ils disent que c'est difficile d'accès vers le centre-ville. On arrive juste à voir les faubourgs de la ville de Derna. C'est pour ça qu'il y a ce chiffre des personnes disparues, parce que personne n'arrive à explorer, à accéder et à arriver à savoir ce qui se passe dans cette zone-là. Donc c'est très difficile. Il faut savoir, Derna, c'est la ville qui a eu le plus de dégâts possible, mais il faut parler de Maraj, Al-Baïda aussi. C'était des villes dévastées par les pluies qui sont tombées dans l'espace de 24 heures. Donc il y a beaucoup de difficultés déjà sur les infrastructures dans ces zones-là, et il faut savoir que cette catastrophe n'aide pas non plus la population à avoir une meilleure vie. Là, on est vraiment face à une catastrophe humaine d'ampleur inédite dans le pays et même dans la région. Et on a peur de savoir les résultats après les jours qui viennent, justement parce que on a des difficultés d'accéder à l'espace qui est vraiment catastrophé, qui est vers le centre-ville et qui mène vers la mer. Donc il y a vraiment beaucoup de peur par rapport aux résultats. Aux résultats et au bilan qui ne va faire que s'alourdir. A priori, ça on en est pratiquement sûr. Audrey, comment expliquer finalement que cette tempête fasse autant de dégâts? La tempête Daniel avait déjà fait 27 morts ces derniers jours, donc en Grèce, me semble-t-il. En 24 heures, il pleut. C'est l'équivalent de la pluie d'une année, c'est ça ce qui s'est passé sur Derna, oui, dans la zone. 24 heures de pluie, la pluviométrie, le volume de pluie qui sont tombés sur Derna, c'est ce qui tombe normalement en une année. Alors pour bien comprendre, la Méditerranée, c'est un hotspot du réchauffement climatique. Un hotspot, ça veut dire que la Méditerranée, le pourtour méditerranéen, se réchauffe beaucoup plus vite que le reste de la planète. C'est un des endroits où on va ressentir le plus les effets du changement climatique. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les canicules, les sécheresses se font plus intenses et plus fréquentes. On l'a vu cet été tout autour du pourtour méditerranéen. Les pluies se font plus rares, mais quand elles interviennent, elles sont diluviennes. Le problème, c'est que les sols, ils n'aiment pas ça. Les sols qui ont subi un intense stress hydrique se contractent et n'arrivent plus à absorber l'eau qui tombe et on l'a vu en Grèce, on l'a vu après la canicule en Grèce, il y a eu donc ces inondations, notamment dans la région de Pélion, de Volos. Là, en Libye, c'est bien pire, puisqu'on est sur une zone qui est désertique. Habituellement, les sols sont déjà stressés, mais alors là, en plus, ils ont subi un été très très sec.
et ils prennent donc un volume d'eau qui est tout à fait exceptionnel. Évidemment, ils n'arrivent pas à les absorber. Il faut savoir que pour chaque degré de réchauffement climatique, il y a 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. Ça veut dire plus de pluie. Alors, ça paraît tout à fait abstrait quand on le dit comme ça. Après, quand on voit des images en Libye, en fait, c'est très, très concret. Plus d'eau dans l'atmosphère, c'est plus d'eau qui retombe sur Terre et ça fait des catastrophes. Louisa Martinazzi, pour rebondir sur ce que vient de dire Audrey, ça vous semble être vraiment l'une des catastrophes les pires face à laquelle la Libye doit faire face? Absolument. Du côté de catastrophes naturelles, c'est la première fois qu'on se trouve dans une situation pareille. Le bilan va être très consistant et on va le voir dans les prochains jours, probablement. Vous le redoutez, justement, ce bilan des prochains jours? Oui, on est sûr, vu que jusque-là, la récolte des informations a été assez compliquée. Comme on l'avait dit, on a eu coupure de communication, mais aussi il y a eu des coupures d'électricité sur place. Donc, rejoindre les populations a été difficile. Donc, on n'est pas encore en mesure vraiment d'évaluer la quantité des personnes qui ont été impactées et les dommages qui ont été causés. Parce que vous dites, il y a coupure d'électricité, il y a des maisons totalement inondées, totalement détruites. C'est vraiment ce type de paysage auquel on a affaire, là. Absolument. Paysage de désolation. Absolument. Ce qui rend aussi la communication difficile, c'est qu'il n'y a plus accès au service de téléphone. Le téléphone ne marche pas dans cette zone. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de disparus, parce qu'on n'arrive plus à se contacter, on n'arrive plus à savoir prendre les nouvelles des gens. On a l'habitude d'utiliser le portable pour savoir. Alors là, ça ne marche pas et ça rend la tâche beaucoup plus difficile. Il n'y a aucune communication dans cette zone. Là, il faut savoir ça. Et ça rend vraiment difficile l'accès. Même les secouristes, ils ont du mal à travailler là-bas, alors qu'il y a, selon les informations que j'ai, pour l'instant, il n'y a pas vraiment, on n'a pas vu beaucoup de secouristes arriver sur cette zone, mais le peu qu'il y ait, ils ont des difficultés aussi de communication. Et ça aussi, ça rend le travail difficile. Asni Abidi, vous confirmez, en fait, il y a des difficultés de communication. C'est pour ça que c'est très compliqué de faire un bilan. Absolument, absolument. J'ai eu cet après-midi un collègue qui est professeur à l'université de Beni Walid qui me disait que malheureusement, en fait, on s'attend à un nombre beaucoup plus élevé, tout simplement parce qu'il est très difficile de joindre donc la ville de Derna. Et j'aimerais rajouter une chose, c'est que vous avez remarqué sur les photos la proximité entre la construction de logements et le lit de la rivière ou bien le barrage. Depuis plusieurs années, et là, on assiste à une conséquence directe de blocage politique sur la vie des Libyens. En fait, ce blocage, il a généré tout simplement l'absence de plan d'urbanisme. Les contrôles techniques n'existent pas. Les Libyens, puisque l'État ne construit plus, l'État il est occupé, enfin il n'existe pas, mais en tout cas les politiques sont occupés par des rivalités internes de contrôle de contrôle du pouvoir et le partage de la richesse. Les Libyens, finalement, ils construisent eux-mêmes leurs logements sans aucun suivi technique, sans aucun contrôle. Après, ils ne respectent pas la distance qui est, à mon avis, importante quand on est face à une rivière ou quand on est proche d'un barrage, et ce qui explique justement ce volume de dégâts, ce nombre important de victimes, puisqu'on a vu tout simplement presque des cités entières qui n'existent plus. Et ça montre aussi, à mon avis, c'est un message direct envoyé aux Libyens, envoyé aux politiques et envoyé aussi à la communauté internationale pour dire on ne peut pas laisser la Libye dans cette situation de blocage parce qu'il a des conséquences aussi sur la vie des Libyens. En Libye, vous le disiez justement, Asni Abidi, deux gouvernements qui se disputent le pouvoir, celui donc d'Abdelhamid Beda, qui est dans l'ouest, qui est reconnu donc par l'ONU, celui-ci, et celui donc nommé par le Parlement et soutenu par le maréchal Haftar, qui se trouve dans l'est. On fait un point en image avec Nabia Makloufi. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye s'est effondrée. La guerre y fait rage depuis plus d'une décennie. Une lutte de pouvoir entre milices et tribus, et particulièrement entre deux camps rivaux. D'un côté, celui d'Abdelhamid Dbaïba, Premier ministre reconnu par la communauté internationale. Chef du gouvernement depuis février 2021, il administre la Tripolitaine, à l'ouest du pays.
La Cyrénaïque, ici en vert sur la carte, est contrôlée par le puissant Khalifa Haftar. Interrogé sur cette crise profonde, alors même que le pays est balayé par une tempête meurtrière, le consul de Libye à Paris l'assure, l'heure est à l'union. Aujourd'hui, la Libye est unie dans ce contexte-là. On n'a plus de Est ou l'Est, c'est-à-dire c'est la Libye qui se soutient parce que finalement on est tous des Libyens. C'est-à-dire il n'y a pas une séparation. La séparation politique c'est autre chose, mais l'humanité c'est autre chose aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la partie humaine a dominé sur la partie politique. Au-delà des rivalités entre les deux blocs, la Libye est aussi le théâtre de luttes d'influence entre puissances étrangères. L'Italie, la Turquie, le Qatar et les États-Unis soutiennent les autorités de Tripoli, alors que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie se sont alliés au maréchal Haftar. La France, quant à elle, est accusée de jouer un double jeu en soutenant les deux parties à la fois. Paris considère le maréchal Haftar comme un allié de poids dans la lutte antiterroriste. On a bien compris la complexité de cette situation politique. Ammar est ce consul de Libye qui dit que là, la Libye est unie. Alors, c'est le discours porté par le gouvernement de Tripoli. Je disais tout à l'heure, au début de l'émission, c'est que en face, il n'y a pas eu de réaction au même niveau de ce discours. Donc pour l'instant, on attend de voir parce qu'il faut le temps de réagir et peut-être les jours qui vont venir, ils vont montrer soit il a Vous voulez dire c'est le discours à l'ouest mais pas à l'est pour l'instant. Pour l'instant, l'ouest il fait ce discours, l'est il subit cette catastrophe, il n'y a pas de discours politique, mais on accepte sans faire des réactions officielles. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction. Haftar n'a pas dit non à l'aide de Tripoli. Mais voilà, la situation est tellement confuse et peut-être il attend aussi l'avis de ses alliés. Il faut savoir que les deux protagonistes libyens dépendent aussi de leurs alliés étrangers qui dictent aussi on a vu dernièrement la politique interne libyenne parce que le pays il est divisé. Donc quand il y a division, ça permet aussi de l'ingérence internationale et la situation compliquée à cause de tous ces points de discours entre les deux protagonistes et aussi la situation libyenne qui est vraiment fragmentée. Hasni Abidi, est-ce qu'ils vont s'entendre effectivement à l'est et à l'ouest sur cette question de l'aide internationale, comme le dit le consul de Libye à Paris? J'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit par Ammar, et je suis d'accord sur le principe, mais vous savez, c'est pas Haftar ni de Baïba, ils sont d'abord responsables. Il faut situer les responsabilités locales. Ce n'est pas les Émirats ou le Qatar qui ont empêché la construction d'un troisième barrage ou de faire des travaux d'entretien pour les barrages. Il faut situer les responsabilités locales. Certes, on a des influences externes, mais je pense que les entités politiques internes ont montré aujourd'hui leur grande incapacité à gérer le pays. Non seulement ils n'ont pas réussi à s'entendre sur la feuille de route qui existe, donc ce qu'on appelle la plateforme constitutionnelle pour organiser les élections, mais même une faillite, finalement, il y a une faillite pour préserver la vie des Libyens. Et donc ça en dit long en quelque sorte sur ce personnel politique qui est complètement périmé et qu'il faudrait songer un petit peu à un départ de tout le monde et de construire une nouvelle Libye. Mais ça, il y a deux éléments. Soit un sursaut de la population, évidemment avec ce qui se passe à l'Est, je pense que les Libyens ils vont s'interroger, vont se poser des questions sur la gouvernance locale, je ne parle même pas de politique, et aussi il y a le rôle de la communauté internationale. Mais compter sur les acteurs locaux, je pense que c'est un examen, ou je veux dire c'est un examen ou un exercice périlleux, parce qu'ils ont montré finalement qu'ils n'étaient pas prêts à quitter la scène politique. Louisa Martinezzi, est-ce que vous redoutez justement cette paralysie politique en Libye? Est-ce qu'on la ressent sur le terrain? Pour nous, pour Première Urgence Internationale, en tant qu'ONG, on va collaborer avec toute autorité. Donc, soit les autorités reconnues par la communauté internationale, soit l'autorité sur place de facto. Et jusque-là, toute autorité s'est montrée bien disponible à collaborer dans l'intérêt du peuple libyen.
Audrey, Daniel, donc cette tempête, sa prochaine destination, c'est l'Égypte. Est-ce qu'on peut redouter le même désastre en Égypte ? Alors le pic de l'événement est probablement déjà passé. Malheureusement pour les Libyens, c'est eux qui ont pris la plus grande puissance de cette tempête. Parce qu'une tempête, elle se comporte un peu comme un ouragan sur ce point-là. C'est-à-dire que lorsqu'elle atteint les terres, elle perd de la puissance. Autant elle se charge en puissance sur les eaux, autant quand elle arrive sur les terres, elle freine. Pour quelle raison ? Lorsqu'il pleut lors d'une tempête, eh bien, cela refroidit la Terre et donc la différence de température entre la Terre et l'atmosphère, les couches supérieures de l'atmosphère, c'est ça qui crée la tempête, eh bien, elle se rééquilibre et en quelque sorte, la tempête disparaît, se calme avec ce rééquilibrage. Daniel peut toujours obliquer vers le nord et se régénérer dans la Méditerranée. Mais ça ne semble pas, pour l'instant, être sa trajectoire qui va doucement vers l'Égypte, qui va être touchée, mais à bien faible puissance par rapport à ce qu'a subi la Libye. Hasni Abidi, vous pensez que les Égyptiens se préparent ? On sait d'ailleurs qu'ils ont décrété, me semble-t-il, 3 jours de deuil liés justement à ce qui se passe en Libye, mais aussi au Maroc. Ils se préparent éventuellement à cette arrivée aussi de la tempête Daniel. Quel est, en fait, je dirais, le positionnement politique là en Égypte ? C'est une position qui est importante et ils étaient les premiers à afficher leur soutien, à se déplacer, mais sur le plan militaire et sur le plan politique. Ils ont une grande expertise, les Égyptiens, vous savez, avec justement avec les inondations aussi que l'Égypte a connues. Et le dernier élément, c'est que les Égyptiens tiennent beaucoup à avoir une bonne relation avec l'Est de la Libye pour des raisons militaires et sécuritaires. Et c'est pourquoi je pense que leur présence, leur soutien, et je dirais même encore probablement un investissement davantage va continuer. Il va, j'espère, être profitable pour les zones sinistrées. Louisa Martinezzi, pour terminer avec vous, tout de même, parce que vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous attendez là ? Qu'est-ce que vous redoutez le plus et qu'est-ce que vous attendez dans les prochaines heures, dans les prochains jours ? Oui, merci. Dans les prochains jours, on s'attend à une viabilité qui peut s'améliorer pour nous, pour envoyer nos équipes sur le terrain, faire une évaluation des dégâts. Et on va s'entendre une collaboration internationale et donc de l'appui en termes de financement, mais aussi de donations qui peuvent soutenir la population libyenne. Et en fait, qu'est-ce qui va être le plus grand défi pour vous à relever ? L'accès. Surtout parce qu'on a vu que les routes ne sont pas accessibles, que les populations ne sont pas accessibles à présent. Donc, ça sera vraiment très important de rétablir la viabilité et d'être à mesure de rejoindre ces populations. Est-ce que vous avez l'intention d'envoyer votre équipe de Benghazi justement dans cette ville ? On va essayer, on a un staff qui est déjà en route direction de Derna. L'accès à Derna n'est pas possible maintenant, elle va s'arrêter sur les zones de Al-Fataya, sur les montagnes à côté. Et à partir de l'info qu'on va remonter, on va voir ce qui sera possible à faire pour joindre la ville. Quel est votre espoir véritable ? On va espérer que nos espoirs, que nos visions jusque-là soient démenties, mais effectivement, ça va être un désastre. Donc, on va espérer d'être en mesure de rejoindre la population et de donner une aide efficace. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Louisa Martinezzi, chef de mission en Libye, première urgence internationale. Merci à vous, Hasni Abidi, d'avoir été avec nous en direct de Genève. Merci Audrey Racine, Amar Al-Hamidaoui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette émission spéciale sur les réseaux sociaux et en podcast.